Écoutez, bien le bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints. D'ailleurs, il y en a encore qui à l'heure actuelle, continuent à se rejoindre. Euh, donc, aujourd'hui, l'occasion m'est donnée encore une fois pour parler et échanger avec vous sur un thème un peu spécial, hein, un thème qu'on ne traite pas beaucoup, je crois. Hein. C'est quand on fait des visioconférences, c'est un peu la mode maintenant partout dans le monde. C'est excellent. Le confinement a poussé que les coachs vraiment échangent leur expérience avec leurs collègues. C'est une chose qui est extraordinaire. Euh, la plupart des, la plupart des thèmes sont des thèmes qui sont un peu techniques, tactiques, etc. Mais quand FIBA Afrique m'a contacté pour présenter un thème, et j'ai pensé à un thème un petit peu qui sort un petit peu des sentiers battus, un thème qui va plus vous pousser à réfléchir euh, 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 que de vous donner des réponses toutes faites. Parce que dans ce thème-là, qui est donc, c'est comment gérer le vestiaire, moi je l'appelle le code du vestiaire, en référence au code Da Vinci, hein, ce secret hein, qu'il y a derrière, parce que finalement ce qu'il y a dans un vestiaire, c'est généralement assez secret de l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe. Et vous savez aussi bien que moi que c'est déterminant et important pour la réussite et le succès du travail d'un coach. Donc voilà, donc beaucoup plus pour. Je ne vais pas vous donner des éléments de réponse, hein, je vais plutôt vous pousser un petit peu à réfléchir à certaines pistes, certaines idées qui puissent vous aider à mieux gérer euh, 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 votre vestiaire. Alors, je tiens à dire dès le départ que cette conférence-là s'adresse essentiellement aux entraîneurs qui encadrent des équipes seniors, voire professionnelles. Bon, même si vous entraînez à l'heure actuelle une équipe de cadets ou de juniors, c'est bien d'avoir un peu ces informations-là, mais elles ne sont pas applicables à ces catégories. Vraiment, là, on parle d'équipes de haut niveau, voire des équipes professionnelles. Euh, voilà, donc on a une trentaine de candidats, 35, ça commence à arriver. Je vais peut-être déjà commencer par partager mon écran avec vous. Voilà, parfait. Donc, comme je disais, bien sûr, il y a une parabole, le code secret du vestiaire. En fait, euh, chaque vestiaire est différent des autres. Il n'y a pas une règle qui marche pour tout le monde. C'est pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de vous donner des pistes de réflexion beaucoup plus que des éléments de réponse toutes faites. Ok, voilà. Je commence parce que bon, on va quand même respecter ceux qui ont fait l'effort d'être à l'heure. Les autres, nous rejoignons bah, au cours de cette conférence-là dès qu'ils le peuvent. Donc, comme j'ai dit, si vous attendiez à ce que je vous révèle des secrets, tout de suite, je n'ai pas de secret à vous révéler. Ça, vous êtes peut-être déçus, mais comme j'ai dit, c'est plutôt des pistes de réflexion que je vais échanger avec vous aujourd'hui. Parce qu'il n'existe pas de méthode miracle. Il y a plusieurs méthodes et manières d'obtenir un résultat. Et les mathématiques, c'est la manière la plus. Moi, je dis souvent dans mes conférences que 2 plus 3, mais que 1 plus 4, c'est aussi égal à 5, que 7 moins 2 égale 5, que 29 moins 24 égale 5. Il y a des milliers, voire des millions de combinaisons. Plusieurs méthodes pour obtenir un résultat. Il faut juste trouver la bonne combinaison, la bonne méthode, la bonne touche qui est adaptée à vous. Et c'est ça qui est la plus grosse difficulté d'un coach professionnel ou d'un coach qui travaille avec des joueurs professionnels.
Trouvez la bonne touche, la bonne méthode qui va travailler, qui va être adaptée à votre équipe. Un coach professionnel, il change d'équipe tout au cours de sa vie. Ben, croyez-moi, il ne peut pas utiliser les mêmes méthodes parce que chaque équipe est différente. Et là, je vous dis que même si j'avais la recette miracle, même si je l'avais, ben, au bout du compte, le plus important, ce n'est pas la recette que vous donnez, c'est le schéma. Et ça, je le dis dans mes conférences un peu, c'est que je vais vous parler, par exemple, quand je fais un clinique sur la défense zone presse. Ok, bon, je vais vous montrer un peu comment je fais ça, comment je travaille ça, mes méthodes, comment je le construis. Mais finalement, vous allez essayer de faire la même chose après, et puis vous allez vous rendre compte que ça ne marche pas. Pour vous, parce qu'il y a beaucoup de détails qui pour moi ont marché, mais qui pour vous n'ont pas marché parce que votre environnement est différent du mien, vos joueurs sont différents du mien, etc. Et donc le plus important, ce n'est pas la recette, c'est le chef cuisinier. C'est comment vous allez apporter votre touche personnelle pour pouvoir trouver la solution qui va vous amener la réussite de votre équipe. Et à l'heure actuelle, maintenant, il y a beaucoup de c'est à la mode, hein, la cuisine. Hein, c'est vraiment à la mode de la cuisine. Il y a beaucoup de programmes à la télévision, Masterchef, Top Chef, etc., etc. Et donc, si j'ai un petit peu à faire une petite parabole, et croyez-moi que vous allez me prendre pour un illuminé ou un petit fou, j'ai commencé à lire quelques livres de cuisine, mais pas de cuisine de recettes. J'ai commencé à lire des livres de grands chefs cuisiniers parce que ce qui m'intéressait, c'est que finalement, la cuisine en elle-même dans un restaurant, c'est l'équivalent d'un vestiaire. Donc, qu'est-ce que faisait le grand cuisinier? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il gère sa cuisine? Comment il gère son équipe? Comment il gère ses ingrédients? Tout ça, pour que, à la fin, le plat qui sort à la table du client soit excellent. Donc, finalement, je vous dis, la cuisine, c'est un petit peu le vestiaire du grand restaurant. Et donc, j'ai lu quelques livres, et je continue à lire quelques livres de grands cuisiniers, parce qu'il y a peut-être des idées là-bas qui m'intéressent. J'en ai trouvé quelques-unes d'ailleurs. Donc, vous savez, vous prenez, comme je dis là, vous prenez des ingrédients, vous prenez la bonne quantité, le bon temps de cuisson, etc. Vous obtiendrez sûrement quelque chose de bon à manger et à déguster à la fin. Mais ce qui va donner le caractère exceptionnel et original et ce qui va faire les choses fantastiques, c'est le chef cuisinier. Mais bon, si on revient au basketball, bah, la différence de la cuisine dans le basket, les ingrédients, c'est des personnes. C'est 12 joueurs, 14 joueurs, 15 joueurs, ça dépend de ce que vous avez dans votre équipe, avec toutes leurs personnalités, leurs caractéristiques, leurs profils, leurs défauts, leurs qualités. C'est 12 joueurs, plus le staff. Et tout ça fait que ça devient un peu compliqué. Plus moi-même, en tant qu'entraîneur, qui suis déjà assez compliqué. Donc, tout ça fait que ça devient un peu compliqué. Et c'est ce qui fait qu'il rend notre métier d'entraîneur passionnant à la fois, mais aussi difficile. C'est aussi pour cela que certains entraîneurs réussissent avec certaines équipes, mais pas avec d'autres. Bon, ça, c'est un autre sujet, peut-être une autre conférence qu'on pourra parler une autre fois. Mais on va voir un exemple tout à l'heure avec l'exemple de Ettore Messina. Donc, moi, j'aime comparer le travail de gestion d'un coach avec la performance d'un pianiste. Vous allez me dire, on a parlé de cuisine, on parle de musique. Ben oui, il faut comparer, il faut voir un peu ce qui se fait un peu partout dans le monde pour savoir se remettre en question et savoir si ce qu'on fait a du sens ou pas. Pourquoi un pianiste? Parce que le pianiste, il a devant lui plusieurs touches, mais pour qu'il y ait une bonne mélodie, il doit choisir avec précision les bonnes touches. Et pour revenir à la parabole et l'équivalence, pourquoi je pense ça d'un entraîneur, c'est qu'avec les joueurs, il faut toucher les bonnes touches pour provoquer les bonnes émotions et les réactions souhaitées. L'entraîneur veut que les joueurs aient certaines réactions, ben, il doit savoir touche, hein, appuyer, comme s'il avait un piano. Voilà, j'ai appuyé aujourd'hui, ça, ça, ça et ça. D'ailleurs, ça change tous les jours. Et en fonction de beaucoup de caractéristiques, en fonction des matchs, de l'environnement, etc. Donc, vous voyez le nombre de touches qu'il y a dans un piano,
Et l'entraîneur, à l'image du pianiste, doit savoir laquelle toucher à quel moment, avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup de précision pour provoquer des émotions. Parce que finalement, le coach qui sait provoquer des réactions émotives, positives et constructives de ses joueurs est généralement le coach qui réussit. Et c'est pour ça que je vous donne une petite définition que j'ai trouvée dans un livre que je veux vous présenter à la fin de cette présentation. Le coach qui réussit est celui qui sait gérer la nature humaine des joueurs. Parce que finalement, le plus grand adversaire, ce n'est pas l'autre joueur ou l'autre adversaire de l'équipe, c'est la nature humaine. Et Dieu sait comment la nature humaine est imprévisible. Et le coach qui sait gérer ça, le côté humain de chaque joueur, ben, il va avoir plus de chances de réussir sa mission. Autrement, les points suivants. On va définir qu'est-ce que c'est que le code secret du vestiaire. On va voir qu'est-ce qu'un coach leader. On va discuter aussi de comment choisir son capitaine. On va parler aussi des situations où c'est l'entraîneur qui fait partie du problème, parce que ça existe. On va parler du pouvoir du vestiaire. Est-ce qu'il y a des codes dans tous les vestiaires? C'est une question qu'il faudra se poser. Et quelle est la première chose que je dois faire en tant qu'entraîneur quand j'incorpore une nouvelle équipe? Quelques aspects et erreurs du code du vestiaire, des idées pour connaître le code du vestiaire, et tout ça, on va le voir à travers certaines études de cas. Voilà. Donc, pour commencer, que signifie le code secret du vestiaire? Ce que je veux dire par le code secret du vestiaire, c'est un ensemble de règles non écrites, mais observées par les joueurs. C'est en fait leurs habitudes, leurs coutumes, leur façon de faire, leurs croyances. Ça, c'est ce que, pour définir un peu le contexte de ce que moi je veux dire par le code du vestiaire. Et attention, parce que, ok, c'est une petite définition, mais attention. Parce que si vous voulez changer ou modifier le code du vestiaire, ça va finir par créer et altérer des aspects émotionnels chez les joueurs qui pourront influencer négativement leur attitude, leur performance et leur comportement. Donc, ayez ça à l'esprit. Si on change ce qui existe dans le vestiaire, ces codes-là, qui ne sont pas écrits, ces règles qui ne sont pas écrites, mais observées par les joueurs, ça risque d'impacter négativement leur comportement et leur performance. Il faut qu'on en soit conscient. Ceci étant dit, essayons de déterminer qu'est-ce que c'est qu'un coach leader. Ça va être peut-être important pour mieux comprendre la suite. Un coach leader, un entraîneur leader, c'est influencer et améliorer vos joueurs individuellement et collectivement, dans le groupe, pour être capable de les conduire à réaliser ce qu'ils ont prévu de faire. Et là, il y a une définition de Kenneth Blanchard, grand économiste et grand manager qui a écrit beaucoup de livres sur le management, qui dit que la clé d'un leadership réussi aujourd'hui, c'est l'influence et pas l'autorité. Et ça, je le vois beaucoup actuellement dans le monde professionnel du coaching. S'il y a quelques années, il y a 20 ans, 30 ans, le coach autoritaire, le coach qui imposait ses règles, my way or the highway, était un exemple de coach qui souvent réussissait dans sa mission. Pas toujours, mais souvent. Mais la société a changé, le monde a changé. Les joueurs ont changé. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'autorité. Je n'aime pas le mot dictature, mais l'autorité extrême de l'entraîneur qui va donner des résultats, c'est plutôt l'influence. Je vais influencer mon joueur pour qu'il fasse de lui-même ce que je veux qu'il fasse, et pas parce que je lui impose de le faire. Le leadership de l'entraîneur pro, c'est l'art d'obtenir de son joueur qu'il fasse ce que l'entraîneur souhaite, voire accomplit, parce que le joueur veut le faire. Ça, j'ai un petit peu paraphrasé une citation du général Dwight Eisenhower, général américain,
qui disait ça à propos de son armée. Mais c'est aussi valable pour les joueurs. Si vous réussissez à obtenir que le joueur fasse quelque chose que vous voulez qu'il fasse, parce que le joueur veut le faire et pas parce que vous lui demandez ou lui imposez de le faire, vous avez réussi la moitié de votre travail. Et les joueurs, les grands joueurs, ils veulent suivre les coachs qui les inspirent à se développer, à devenir meilleurs, qui les encouragent à viser de grandes réussites et à viser le succès. Il faut les inspirer et non pas imposer une vision et les obliger à vraiment adhérer à votre vision, mais plutôt les inspirer à faire ceci. Et tout ça, vous voyez déjà comment ça parlait du grand travail psychologique de l'entraîneur à ce niveau-là. Le vrai leadership devrait habiliter les autres à devenir des leaders eux-mêmes. C'est encore Kenneth Blanchard. Je vous invite à lire les livres de Kenneth Blanchard parce qu'en management, c'est quelqu'un vraiment qui dit des choses très, très intéressantes qui sont applicables à 100% pour le monde sportif et surtout le monde professionnel sportif. C'est habiliter les autres à devenir des leaders eux-mêmes. La fonction du coach leader est donc de produire d'autres leaders dans son équipe, beaucoup de leaders, et non pas que des suiveurs. Je me rappelle qu'à mes débuts d'entraîneur, on disait « Ouais, il faut trouver dans le vestiaire quel est le leader. Quel est le joueur, ton leader ?» Et t'appuyer sur ce leader. C'était une approche il y a quelques années. Mais la tendance actuelle, c'est que, comme on vient de voir, que le coach doit lui produire d'autres leaders et ne pas avoir qu'un seul et s'appuyer sur un seul. Son but est d'en produire d'autres le plus possible dans son vestiaire. Ça peut être les capitaines, ça peut être les joueurs stars, les joueurs cadres, etc. Comment choisir son capitaine puisqu'on parle de capitaine? Alors, le choix du capitaine, vraiment, c'est une des tâches les plus difficiles qui peut soit vous bénéficier, soit vous apporter les plus grands problèmes du monde. Donc, il faut vraiment savoir être délicat et savoir faire le bon choix. Il y a plusieurs manières de le faire, plusieurs options. Soit l'entraîneur choisit le capitaine, soit c'est les joueurs qui choisissent le capitaine. Ils disent voilà, coach, notre capitaine, on veut que ce soit un tel. Soit c'est l'entraîneur qui choisit le capitaine, mais après avoir consulté l'équipe, c'est une méthode qui se fait beaucoup, soit pas de capitaine du tout, pas de capitaine officiel, et créer un groupe de joueurs influents. Et ça, certains sports ont commencé à le faire, je pense notamment au sport du rugby, au sport du football américain, etc. On voit plus ce genre de modèle où il n'y a pas vraiment de capitaine officiel, mais plutôt un groupe de joueurs influents dans l'équipe. Et que faire si l'entraîneur existe, le capitaine existe déjà? Parce que vous pouvez trouver ce petit problème. Vous arrivez à une équipe et le poste de capitaine est déjà attribué depuis plusieurs années d'ailleurs à un joueur, généralement un joueur qui est le plus ancien dans l'équipe, hein, et que vous considérez que ce n'est pas un bon leader, que c'est un capitaine qui ne veut pas vous aider vraiment dans la mission ou la vision que vous avez pour l'équipe. Qu'est-ce que vous faites? C'est un problème. Il ne faut pas inventer dans ce cas-là. Il ne faut surtout pas lui envoyer le rôle du capitaine parce qu'il est sûrement aimé et respecté par le groupe, par son équipe. C'est peut-être un joueur qui est très ancien, qui a une histoire dans le club, qui est respecté par le public, qui est respecté par les dirigeants. Donc, si vous leur enlevez le rôle du capitaine, comme ça, ça peut vous créer beaucoup plus de problèmes que de solutions. Ce que je suggérerais, éventuellement, c'est une piste. Je vous dis, je vous donne des pistes de réflexion. Je ne vous donne pas de solution. C'est peut-être, dans ce cas-là, ajouter des capitaines. Ajouter des capitaines. Qui a dit qu'il faut qu'il y ait un seul capitaine? Il peut en avoir plusieurs. D'ailleurs, d'autres sports commencent à le faire. Dans d'autres sports, il y a 2, 3, voire 4 capitaines dans une équipe. Donc, c'est une piste de réflexion.
Maintenant, il n'y a pas de capitaine et vous devez en choisir. Surtout, il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre son temps de connaître vos joueurs, parler avec eux beaucoup, communiquer avec eux énormément. Et d'abord, vous allez commencer à voir avec lequel vous, en tant qu'entraîneur, vous avez le plus d'affinité. Il faut aussi chercher à comprendre quel est le rôle qu'a chaque joueur au sein du groupe. Le rôle dans le groupe, de façon générale. Mais sur le terrain, qui est le leader? Qui est le leader sur le terrain? Qui est le leader dans le vestiaire? Parce que des fois, c'est des personnes différentes, ce n'est pas les mêmes. Qui est le leader dans vos voyages? Ça peut être des personnes différentes. Et quand vous aurez pris le temps de bien analyser, de bien voir ça, ben vous allez essayer de déterminer qui sont ces joueurs qui joueront le mieux le rôle de capitaine que vous souhaitez qu'ils jouent. Et là, attention, il ne faut pas dire juste « Ok, tu es le capitaine, vous êtes les capitaines, les points à la ligne ». Il faut leur expliquer leur rôle dans le vestiaire. Et ça, il y a beaucoup de coachs qui oublient de le faire. Posez-vous la question. Combien de fois vous vous êtes adressé au capitaine de l'équipe, surtout quand il existe déjà? Vous arrivez où il existe déjà. Combien de fois êtes-vous adressé au capitaine et vous leur dites voilà votre rôle, voilà votre responsabilité, voilà ce que j'attends de vous. Mais pas que ça. Mais pas que ça. Comment peux-tu aider les autres joueurs? Aidez-le à ce qu'il réussisse sa mission ou ce que vous lui demandez de faire. Parce que peut-être qu'il ne sait pas faire. Peut-être qu'il n'est pas bien outillé. Peut-être qu'il lui manque des éléments de connaissance pour pouvoir le faire d'une manière correcte, d'une manière positive. Enseignez-lui ça. Montrez-lui. Passez du temps avec lui et montrez-lui comment faire ça. Et ça, beaucoup de coachs ne pensent pas à réaliser cette tâche qui est très importante. Alors, qu'en est-il de gérer le vestiaire, à votre avis? Qu'en est-il? Est-ce que c'est une mission impossible? D'ailleurs, je parlais il y a une semaine à mon collègue et non moins ami, coach Chersar, quand je lui dis voilà, je suis en train de travailler et développer une conférence sur la gestion du vestiaire. Il m'a dit ouh là 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 là, ah ça c'est compliqué, ah ça c'est très compliqué. Oui, lui il en sait quelque chose, lui qui a entraîné à haut niveau, il sait très bien que c'est quelque chose de très délicat et très compliqué. Mais est-ce pour autant une mission impossible? Ou bien une mission difficile? Hein? C'est plutôt une mission difficile. Et là, vous avez à l'image un coach, supposons que c'est un coach, hein, qui essaie de gravir ce rocher et il est, bien sûr, accroché à une corde. C'est difficile, hein, c'est difficile de monter sur ce rocher-là dans la position où est le coach. D'accord? Moi, je voudrais que vous pensiez, on va essayer un petit peu de penser différemment. Cette corde-là, à votre avis, dans une équipe de basketball, si ce monsieur-là est le coach, cette corde-là, qu'est-ce qu'elle représente? Je vais vous lancer un petit sondage, j'espère qu'il va marcher, pour voir un petit peu quelles sont votre idée. Alors voilà, je vous ai balancé une question, un petit sondage pour voir un peu, je vous invite à participer. C'est que vous me disiez qu'à votre avis, que représente cette corde-là qui maintient le coach, qui le maintient en vie d'ailleurs. N'hésitez pas à voter, vous regardez et vous commencez à répondre. On va se donner 20 secondes, 30 secondes maximum, rapidement. Allez, réveillez-vous là. Il y en a sûrement uniquement 10 personnes qui ont répondu. Voilà. Et mouillez-vous aussi. Hein. Je ne sais pas qui a voté, donc vous pouvez voter, il n'y a pas de problème. Ok, parfait, on va arrêter ici. Donc, je vais vous montrer et partager avec vous les résultats rapidement hein, de ce petit sondage qui est un peu très intéressant. Voilà. Donc, sur les personnes qui ont participé à ce sondage-là, 62% des personnes et des participants
on estimait que cette corde-là, hein, ben, elle représentait les joueurs. 29% le capitaine, 5% les joueurs et les assistants. Intéressant. Mais vous convenez avec moi une chose, c'est que aussi bien les joueurs, le capitaine, les joueurs stars de l'équipe et les assistants, qui sont vos réponses, ben ça c'est le vestiaire. On est bien d'accord. C'est bien le vestiaire. Donc, cette corde-là, c'est le vestiaire. Et c'est elle qui maintient le coach en vie. Donc, gérer un vestiaire, c'est un exercice de funambule qui n'est pas si simple. Et là, je vous donne un petit peu mes réflexions, 4 petites phrases personnelles où je dis que le plus difficile, c'est de conserver l'équilibre finalement. C'est comme ce funambule-là à l'image, cet équilibriste. Il faut conserver l'équilibre entre le désordre et l'excès d'ordre, entre nos principes et les habitudes du groupe, entre nos valeurs et le comportement des joueurs. C'est un équilibre qui est difficile et qui est nécessaire. Il faut savoir le maintenir. Et maintenant, le doigt de César. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de César, des gladiateurs, etc., vous savez qu'à la fin d'un combat, c'est César, du gladiateur, c'est César qui décide par son pouce, est-ce que le gladiateur il va mourir ou est-ce qu'il va vivre? Ce doigt de César qui est vraiment déterminant et qui décide. Parce que dans le monde du sport professionnel, si la victoire fait tout oublier, mais écoutez, la défaite ne va rien se passer. La défaite, elle fait que exerguer le moindre petit problème. Et là, on va voir ensemble un cas du coach David Black. David Black qui était donc coach des Cleveland Cavaliers et qui a été donc limogé après un record de 30 victoires et 11 défaites. C'était un record pour l'équipe. Et le directeur sportif, David Griffin, des Cleveland Cavaliers, a dit, après le limogeage de son entraîneur, que pendant longtemps, nous étions dans une dynamique régressive. Il y avait un manque d'esprit et de connexion dans le vestiaire. C'est pour cela que le coach a été remercié. Intéressant. Intéressant. Maintenant, je pose 2 questions. Quand faut-il renvoyer un entraîneur, à votre avis? Quand les défaites commencent à compromettre l'objectif de l'équipe ou bien quand il y a apparemment un manque de cohésion dans le groupe? Vous, je réfléchissais. On va pas donner de réponse, sinon j'aurais pu faire un sondage. Je n'ai pas trop le temps. Qui définit quel est le manque de cohésion dans une équipe pour licencier un entraîneur? Est-ce que c'est le joueur, le capitaine, les leaders, les dirigeants ou l'environnement des dirigeants? Ou la personne qui a choisi ou imposé l'entraîneur? Posez-vous ces questions. Je vous ai dit tout à l'heure en introduction que nous allons parler du cas Ettore Messina. Ettore Messina, grand entraîneur bien sûr, que je respecte beaucoup, que j'ai eu la chance moi de rencontrer, de partager avec lui quelques moments, quelques idées. Ouais, c'est plutôt moi qui ai pompé ces idées. Mais vous conviendrez avec moi que c'est un grand coach de notre époque, parmi les meilleurs. Et Messina, quand il est parti au Real de Madrid il y a quelques années, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. On disait certains coachs peuvent réussir dans une équipe et ne pas réussir dans une autre équipe. Ça arrive même aux grands coachs. Il a déclaré « Je pars par faute d'union dans l'équipe ». Parce qu'il a réalisé qu'il faisait partie du problème et il a préféré démissionner. Et c'est là ce que je veux dire par quand l'entraîneur fait partie du problème. Des fois, nous nous entêtons et nous ne voyons pas que c'est nous qui sommes partie d'une certaine manière du problème. Et un journal espagnol, La Razón, avait mis dans un article que le vestiaire expulse Messina de Madrid. Il a présenté sa démission irrévocable car il se sentait abandonné par le club et trahi par l'équipe. Oui, ce que dit la presse,
ce que dit Ettore Messina, mais il y a une chose qui est commune, c'est qu'il y avait un problème avec l'équipe, union dans l'équipe. En ce qui concerne ce que veut dire en tout cas Ettore Messina, et trahison parce que dit le journal. C'est-à-dire que finalement, il y a eu un problème de vestiaire entre Ettore Messina et ses joueurs. Je continue pour parler du pouvoir du vestiaire. Est-ce qu'il existe un pouvoir du vestiaire? Parce que quand je reviens tout à l'heure à David Blatt, il y a eu une grosse polémique. Il y a eu une grosse polémique parce que beaucoup de personnes aux alentours de la NBA avaient dit que c'était LeBron James qui avait poussé David Blatt à être licencié et limogé. Chose que, bien sûr, LeBron James a refuté, a nié. Au contraire, il a affirmé qu'il avait une bonne relation avec le coach. Mais bon, c'est une question, on ne sait pas. Mais est-ce que c'est le vestiaire qui a décidé? Est-ce que c'est les dirigeants, en voyant ce manque de connexion et de cohésion dans l'équipe, qui ont décidé? En tout cas, la réalité, c'est qu'à un moment donné, par manque de cohésion et de connexion dans le vestiaire, ces entraîneurs-là ont été limogés. Existe-t-il un pouvoir du vestiaire? Bonne question. Et pour cela, je vais un peu m'éloigner du basketball et on va parler un peu de football. On va parler de football parce que il est important aussi de voir ce qui se passe dans les autres sports et pas rester dans notre carcan, voilà, basketball. Moi, je n'oublierai jamais, un jour, il y a quelques années, quand je passais mon diplôme d'instructeur, nos formateurs nous ont emmenés analyser un match de handball. Et on se demandait, nous tous, mais attends, pourquoi on va voir un match de handball, analyser un match de handball? Nous, on était des entraîneurs de basketball, etc. Mais finalement, nos formateurs nous ont ouvert les yeux, nous disant, ouais, vous devez voir ce qui se passe dans les autres sports. Et vous allez voir qu'il y a certaines choses, certaines pratiques qui peuvent être bonnes pour vous, ou certaines pratiques qui vont vous ouvrir les yeux et dire, ah, ça, c'est pas bon. Pourquoi moi, je le fais? Parce que je l'ai vu chez l'autre dans un sport qu'ils le font et c'est peut-être pas bon. Et ça nous, un petit peu, ouvrir un peu les yeux. Donc, je reviens au football. Et là, vous avez à l'image Roberto Carlos. Parce que Roberto Carlos, avec Zidane, bien sûr, mais Roberto Carlos, il y a quelques années, il a fait, 2-3 ans, je crois, il a fait une interview avec un journal. J'ai eu la chance de tomber sur cette interview-là et je l'ai conservée, parce que je l'ai analysée. Il a parlé du vestiaire et de l'ambiance qui régnait dans le vestiaire quand il était au Real de Madrid, à l'époque des joueurs galacticos, les galactiques. Il y avait vraiment une grande, je crois qu'il y avait 7 joueurs superstars au niveau de cette équipe-là. Et donc, il a parlé, Roberto Carlos a parlé un peu de l'ambiance et de l'impact du vestiaire sur les entraîneurs qu'ils ont eus. Cet impact n'a toujours pas été positif. Donc, Roberto Carlos a dit dans cette interview-là beaucoup de choses, mais je vous sors 2-3 choses. Il a dit, entre autres, que au moment des Galactiques, donc ces joueurs-là, les Galactiques, qui étaient 7, c'était 7 superstars dans l'équipe. Au moment des Galactiques, nous étions 7. C'était un danger dans le vestiaire. Voilà un joueur qui sait très bien que s'il y a beaucoup de stars dans un vestiaire, c'est un danger. Et ça vient d'un joueur, c'est pas d'un coach. Et il a dit, aujourd'hui, je pense, comment est-il possible que nous ayons fait autant de bêtises? Après chaque match, c'était des avions privés et des vols de toutes parts. C'était Beckham qui allait je ne sais où, Figo, Zidane qui allait dans un tel endroit, Ronaldo, moi. Nous avions dû nous entraîner le surlendemain. J'ai prié, et il m'est arrivé de prier pour que les matchs aient lieu le samedi pour aller voir la Formule 1 le dimanche. C'est Roberto Carlos dans cette interview. Il reconnaît qu'ils ont fait des bêtises quand même. Et ce que je trouvais intéressant dans cette interview, c'est ce que pensait Roberto Carlos de ses entraîneurs. 2-3. Premier entraîneur, Vicente Del Bosque. Del Bosque, qui était un ancien joueur du Real de Madrid, a été nommé entraîneur de l'équipe de Madrid et plus tard est devenu même entraîneur de l'équipe d'Espagne qui ont gagné d'ailleurs le championnat du monde. Mais voilà ce que pense et ce que dit Roberto Carlos de Vicente Del Bosque. Il était plutôt un ami. Vous n'avez pas besoin de règles, le joueur sait quoi faire.
nous avait parfaitement compris. L'entraînement du lundi et parfois même du mardi était à 17 h. Il ne les a pas mis le matin parce que presque personne, il savait que presque personne pouvait être à l'heure. C'est ce que dit le joueur Roberto Carlos de son ex-entraîneur Vicente Del Bosque. On va analyser ça un peu plus tard. José Antonio Camacho, c'est un entraîneur qui a suivi après Del Bosque. Le Real Madrid a ramené un autre ex-joueur du Real de Madrid, coach, Camacho. Et Carlos, Roberto Carlos, il dit on a eu une mauvaise relation avec Camacho. Il est venu dans les vestiaires, il a salué tout le monde, très sérieux. Il nous a dit je veux tout le monde demain à 7 h du matin. Et généralement, nous nous entraînons à 10 h 30. Nous lui avons parlé pour essayer de changer le programme, car nous avions nos coutumes. Résultat, il a duré 10 jours. Voilà. On commence à entrevoir que des fois, le vestiaire, il a un peu de pouvoir. Certains vestiaires, pas tous. Vanderlei Luxemburgo, qui a suivi Camacho. Alors, Roberto Carlos, il dit la même chose. Il s'est produit la même chose avec Camacho. Lors des matchs, nous avions l'habitude d'arriver à la concentration, de laisser nos sacs dans la chambre et de prendre notre bière et notre vin avant le dîner. Sur la table, il y avait toujours 2 bouteilles de vin. Ronaldo et moi lui avons dit « Professeur, les gens ici ont leur coutume. Vous allez le voir. Essayez de ne pas les changer. Ne retirez pas les bouteilles de vin de la table et la bière avant le dîner, sinon nous aurons des problèmes. » Qu'a-t-il fait? Il a d'abord retiré les bières, puis les bouteilles de vin. Il a duré 3 mois. Donc, et vous, qu'auriez-vous fait? Vous, en tant qu'entraîneur de basketball, si j'étais dans la même situation, qu'auriez-vous fait dans ces cas-là? Auriez-vous changé les horaires de l'entraînement ou rester fixe, comme Camacho, on s'entraîne à 7 h du matin parce que c'est moi qui le dis? Auriez-vous été fidèle à vos valeurs et vos principes, comme Vanderlei Luxemburgo et enlever l'alcool à table aux joueurs, ou l'auriez-vous laissé? Qu'auriez-vous fait? Attention, hein, je ne suis pas en train de dire, je n'ai pas posé la question, qui avait raison. J'ai dit que vous, qu'auriez-vous fait? Parce que quelque part, je pense que tous ces coachs-là, ils avaient raison, moi personnellement. Parce qu'ils ont été fidèles à leur méthode, à leur philosophie et à leurs principes. Maintenant, est-ce que ça a amené des résultats positifs ou négatifs? C'est une autre question. Mais au moins, ils étaient fidèles à leur méthode, philosophie et principes. Est-ce que cela fait-il d'eux des moins bons coachs? Non. Non, ça n'enlève rien de leur qualité de grand coach. Posons-nous maintenant la question, est-ce qu'il y a des codes dans tous les vestiaires? Vous voyez que depuis tout à l'heure, je vous donne de la matière à réflexion. Je ne suis pas en train de donner des solutions toutes faites. Est-ce qu'il y a des codes dans tous les vestiaires? Ben, la réponse est sans aucun doute oui. Il y a des codes dans tous les vestiaires. Et si c'est un nouveau groupe et que le joueur vient de se rencontrer, de se constituer, ben, le code du vestiaire commence à se créer à partir du premier moment où ils prennent contact. C'est la nature humaine, c'est normal. Alors, un entraîneur peut-il changer le code du vestiaire ou ne peut-il pas changer le code du vestiaire? Moi, je vous réponds tout de suite que oui, vous pouvez, mais aussi vous devez changer le code du vestiaire. Mais pas dans le but d'imposer vos règles, mais dans le but de l'améliorer, de créer un code du vestiaire plus sain, qui profite à plus de joueurs et qui aide votre équipe à mieux se unir et à avoir une meilleure cohésion. Et cela, généralement, ne peut être réalisé qu'à moyen et long terme. C'est pour ça que la réflexion est qu'un coach qui arrive et qui veut changer les règles du vestiaire, le code du vestiaire, s'il le fait d'une manière brutale tout de suite, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est la bonne méthode? Attention, certains coachs l'ont fait et ça leur a réussi. D'autres l'ont fait et ça ne leur a pas réussi. Comme quoi, ça dépend de l'environnement, ça dépend du vestiaire, ça dépend du joueur, ça dépend de beaucoup de choses. C'est à vous de choisir, comme le piano, choisir quelle touche il faut avoir et quelle mélodie il faut jouer. C'est la difficulté d'un coach. Alors, quelle est la première chose qu'un coach doit faire lorsqu'il incorpore une équipe? Ce qui se fait en général, c'est qu'on se concentre sur la connaissance des joueurs,
connaître leurs performances sur le terrain, leurs qualités, leurs forces, leurs faiblesses. On évalue la façon dont nous voulons jouer avec ces joueurs-là. Peut-être qu'on réfléchit à des possibles recrutements parce qu'on réalisait qu'il y en a un manque dans ce poste de jeu-là par rapport à ce que nous voulons développer sous forme de jeu, sous forme de basketball. Donc peut-être des recrutements. Regrouper les joueurs, parler des objectifs, des actions, etc. Tout ça, c'est ce qui se fait en général. Mais ce qui doit aussi se faire, et que certains coachs oublient, c'est qu'il faut également, et c'est très important, porter son attention sur les comportements internes du groupe, leurs relations mutuelles, l'analyse des leaders. Qui est-ce qui a le plus de poids et d'influence dans le vestiaire? C'est pas toujours le capitaine, ça peut être quelqu'un d'autre. Quelles sont les actions et les coutumes, les habitudes qui se répètent? Et leur parler beaucoup pour connaître les problèmes qui les préoccupent le plus. Ça, c'est des choses qui doivent se faire aussi et que certains entraîneurs oublient de faire. Donc, quelle est la première chose qu'un coach doit faire lorsqu'il accompagne une équipe? Là, nous avons l'image de Pesic avec ses assistants. Ça, on en a parlé. Et là, on va discuter des aspects qui font partie du code du vestiaire. Quelques aspects. Mais ces aspects-là doivent nous emmener à observer, analyser avant. Observer et analyser pour déterminer si vous allez intervenir ou ne pas intervenir. Avant de parler de ces aspects-là, il faut tenir en compte qu'il faut observer, analyser, déterminer une stratégie pour savoir si vous allez intervenir ou ne pas intervenir. Mais attention, parce qu'il est très important que vous gardiez à l'esprit que ce n'est pas une guerre à gagner. Ce n'est pas vous contre le vestiaire, ce n'est pas une guerre. Parce que si vous pensez comme ça, vous avez déjà échoué. D'accord ? Attention, comme j'ai dit, important que vous gardiez à l'esprit que ce n'est pas une guerre à gagner. Deuxième chose, vous devez juste décider si les coutumes et les façons de faire sont bonnes ou toxiques pour le fonctionnement et la performance de l'équipe en général. C'est ce que vous devez décider. Regarder, analyser et dire voilà, ça c'est bon, ça c'est toxique. Et ensuite, ne pas prendre de décision. Mettez ça en tête, que souvent, ne pas prendre de décision, c'est aussi prendre une décision. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de coachs débutants. Débutants dans le haut niveau, je veux dire. Si vous choisissez d'intervenir, parce que des fois vous serez obligé d'intervenir, déterminez une stratégie qui profite à tous. Et on va parler de quelques-unes un peu plus tard. Donc, quels sont ces aspects qui font partie du code du vestiaire? Le code du vestiaire, premièrement, les horaires d'entraînement. Moi, je dis que si vous avez la possibilité d'adapter les horaires aux préférences des joueurs, c'est quelque chose que vous devez prendre en considération. Pourquoi pas? Parce que des fois, il y a peut-être des matchs intéressants, d'autres matchs de basketball, d'autres matchs de football, et les joueurs veulent le regarder. Il n'y a pas de problème. Vous vous dites, OK, demain, puisqu'il y a un match de football ou il y a un match de basketball de votre équipe, je ne sais pas quoi, au lieu de s'entraîner à 18h, on va s'entraîner à 16h pour qu'à 18h30, 19h, vous puissiez aller voir le match. Pas de problème. Moi, je pense que ce n'est pas de problème. OK. L'espace et les espaces dans le vestiaire lui-même. Certains joueurs ont des places assignées dans les vestiaires. Et là, c'est un aspect sur lequel moi, personnellement, je ne suis jamais intervenu, car j'estime que les joueurs doivent, soit ils se respectent déjà, soit ils doivent apprendre à se respecter. Et je vous invite, on n'a pas le temps de discuter de ça maintenant, mais je vous invite à un petit peu lire le modèle de Tuckman, faire des recherches, le modèle de Tuckman qui parle de certains stages de développement au sein d'un groupe, c'est un peu la dynamique de groupe. Et le modèle de Tuckman, c'est la fameuse forming, storming, norming and performing. Je vous invite à faire un petit peu de recherche sur ça, si vous voulez avoir plus de détails sur ce sujet-là. Mais en tout cas, si vous devez intervenir dans les espaces de vestiaire, ce sera toujours avec le joueur le plus âgé et celui qui est le plus soutenu et le plus apprécié par l'équipe. Ça, c'est important à prendre en considération.
C'est simple, c'est même évident, mais on n'y pense pas souvent. Musique dans le vestiaire. Bon, là on voit Kevin Durant avec son casque de musique, mais il y a aussi de la musique dans le vestiaire. Certains vestiaires, il y a des joueurs qui mettent de la musique, et même des joueurs qui sont un peu presque spécialistes DJ dans les vestiaires. Ensuite, quand ils sortent, ils peuvent mettre leur casque pour leur propre musique, mais ça existe. Moi, je pense que la musique est fondamentale dans un vestiaire, parce que j'ai lu beaucoup d'études très sérieuses qui ont montré que la musique peut aider l'activation et la motivation des joueurs. Donc, si c'est une chose qui peut être positive aux joueurs, moi je dis pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Juste faire attention que si on réalise que cette musique elle est relaxante, qu'elle n'est pas active pour booster, énergiser les joueurs, là il faut intervenir et leur dire voilà, écoutez, cette musique-là, elle vous fait endormir, elle ne va pas vous aider à vous énergiser et à vous booster. Autre aspect, c'est les routines lorsque l'on entre dans le terrain. Et beaucoup de joueurs ont certaines habitudes, quelquefois souvent superstitieuses, quand ils rentrent dans le terrain. De nombreux entraîneurs aussi. Je pense qu'il faut laisser chacun à l'aise dans ses manies, dans ses convictions, pas de problème. Vous intervenez, par exemple, s'il y a des joueurs, si l'on dit voilà, on va rentrer par ordre numérique. Vous êtes le 4 d'abord, le 5, le numéro 6, etc. Alors que certains joueurs savent que s'ils ne sortent pas eux les derniers, ou s'ils ne sortent pas les premiers, ils vont faire un mauvais match. Ils croient ça dans leur tête. Ils sont persuadés qu'ils ne sortent pas le dernier ou peut-être le premier, ils vont faire un mauvais match. Donc vraiment, laissez tout le monde dans leur manie, de leur conviction, du moment que c'est un comportement qui ne nuit pas au groupe. L'échauffement. Aussi dans l'échauffement, il y a des joueurs qui n'aiment pas vraiment les exercices d'échauffement que vous avez prévus, qui préfèrent faire leurs propres exercices d'échauffement, ou alors, quand ils participent, ils ne font pas ça sérieusement parce qu'ils n'aiment pas. Donc là, c'est à vous de décider. Vous devez ici soit décider si vous acceptez ou vous imposez un exercice d'échauffement, ou vous laissez s'échauffer tout seul avant de rejoindre le groupe. Ça, c'est vous qui prenez la décision. Les jours importants. Et ça, c'est vraiment crucial, parce que les joueurs importants ont toujours plus à dire, aussi bien dans le terrain qu'en dehors du terrain. Et faire semblant de traiter tout le monde sur un même pied d'égalité, alors que les rendements sont différents, n'a pas de sens. Le management actuel tend beaucoup vers ça. Ils sont différents sur le terrain, le rendement est différent. Les traiter comme tout le monde, quelque part, ce n'est pas logique ou normal. Mais attention, les règles et les normes que vous avez dans l'équipe doivent être les mêmes pour tous. Il ne faut pas avantager certains que d'autres. Mais, bien sûr, vous allez avoir des affinités, vous allez avoir plus de choses avec les joueurs qui sont plus performants dans l'équipe qu'avec les autres. C'est naturel et c'est normal. Maintenant, là, à l'image, nous avons coach Popovic avec bien sûr Duncan Parker et Ginobili. Moi, j'ai appris que bien sûr, coach Popovic avait une relation assez particulière avec ces joueurs-là, d'accord, mais aussi bien les écouter plus que les autres. Donc voilà, ils ne sont pas au même pied d'égalité avec les joueurs, mais il leur exigeait beaucoup plus que les autres. À l'entraînement, il leur exigeait beaucoup plus que les autres. Parce qu'il dit, hey, vous êtes Parker, tu es Duncan, tu es Ginobili, je vais faire plus que les autres. Et quelque part, il a réussi à faire cet équilibre au sein de l'équipe pour savoir, ok, s'il avait, il traitait, attention, les règles sont les mêmes pour tout le monde, mais s'il avait une certaine affinité beaucoup plus avec ces joueurs-là, il leur exigeait de notre côté beaucoup plus aussi. D'accord. Et donc, finalement, ça mettait à ce fameux, ça mettant pas ce fameux équilibre auquel je faisais allusion en début de conférence. Il faut donner plus de poids aux leaders et aux joueurs qui ont le plus d'influence dans le groupe. Il faut vraiment leur donner plus de poids. C'est important. Mais il faut aussi les aider à ce qu'ils fassent bien leur travail. Leur dire ce qu'il faut faire, leur définir leurs fonctions et de leur donner les outils pour qu'ils puissent réussir dans la mission d'influencer et de faire en sorte que leur coéquipier devienne meilleur. Le choix des capitaines,
c'est notre aspect du code vestiaire, on en a parlé. Moi, je dis, à moins que vous ayez dans votre équipe un mentaliste, choisissez judicieusement. On a vu tout à l'heure que si vous intervenez dans le choix naturel des capitaines seulement parce que le capitaine n'est pas de votre goût, c'est une erreur. Et on a parlé de certaines stratégies tout à l'heure, de comment faire en sorte que votre entraîneur, votre capitaine soit subtilement choisi, subtilement remplacé, ou alors on peut aussi rajouter d'autres capitaines, etc. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Les plus anciens en premier. Et là, coach Pesic, quand il a pris les rênes de Barcelone, il a conservé, il a gardé le joueur Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro, qui était déjà en fin de carrière, assez âgé, il l'a gardé dans son équipe pendant presque 2 saisons, 2 saisons et demie, je crois. Parce qu'il savait qu'il pouvait apporter sur le terrain et en dehors du terrain beaucoup plus et beaucoup de choses. Que la performance sur le terrain en tant que joueur ne va pas être idéale, va être parfaite, mais qu'il apportait beaucoup de choses à l'extérieur du terrain. Et c'est pour ça que ce type de joueurs-là sont importants. Et bien sûr, il faut apprendre à gérer ce genre de situation. Les postes et rôles sur le terrain. Un peu compliqué tout ça. Certains joueurs préfèrent jouer plutôt ce poste-là, cette forme de jeu-là, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous imposez, vous écoutez, vous prenez l'avis des joueurs et vous leur laissez faire ce qu'ils ont envie de faire, ou vous essayez ce qu'ils vous ont suggéré. Que faire? Moi, je pense que accepter un petit peu ce qu'ils veulent faire, leur laisser essayer ce qu'ils veulent faire est une bonne chose. Parce que imposer, c'est montrer beaucoup d'autorité. Mais si vous laissez un peu faire ce qu'ils pensent faire, jouer là, au poste où ils veulent jouer, vous allez générer un sentiment d'engagement et d'appartenance au sein de l'équipe. Et là, à partir de là, vous pourrez gérer mieux les besoins de l'équipe. Et surtout, c'est une question de donnant-donnant. Indirectement, on ne le dit pas, mais ça s'installe. Ça s'installe dans la relation que vous avez aux joueurs. Si vous leur avez donné quelque chose qu'ils avaient envie de faire, le jour où vous leur demandez de faire un rôle précis, ils vont être avoir plus envie de le faire parce qu'ils ont déjà été auparavant écoutés et respectés. Donc, ils vont essayer de vous aider là aussi. Donc, c'est une question aussi de relation avec vos joueurs, etc. Routine avant match. Et Dieu sait que nous avons vu, nous, des routines de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Vraiment très étranges. Et là, aussi, même chose. Si vous pensez que cette routine-là est dangereuse pour le joueur, sous sa performance, ou la performance de l'équipe, vous intervenez. Sinon, vous laissez faire. Moi, je pense que ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Étude de cas. Alors, je regarde ma montre parce que là, je crois que j'ai une dizaine de minutes. Étude de cas. On va parler de football encore. Le cas Mourinho. Mourinho, qui est dans une déclaration de presse ironique, disait « Moi qui ne contrôle pas ma propre maison, parce que ma femme est aux commandes, comment vais-je contrôler mon club ?» C'est ironique, parce qu'un des plus grands coachs en football, en tout cas, qui sait très bien contrôler les vestiaires, c'est bien Mourinho. Et quand vous pensez à Mourinho, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quant à sa personnalité? Réfléchissez 10 secondes. Les mots qui vous viennent à l'esprit quand on pense à la personnalité de Mourinho. J'espère que vous avez un peu quelques connaissances et culture générale en sport et en football. En tout cas, certains mots pourraient être provocateurs, et Dieu sait comment il est provocateur. Courageux, autoritaire, égocentrique, polémique. Il adore la polémique. Mais avez-vous pensé aussi qu'il est un très grand observateur, il a un grand sens de la franchise, il est très franc. Il est communicateur, un maestro de la communication. Et aussi, il est très perfectionniste dans les détails. Ça aussi, peu d'entraîneurs le savent, peu de spectateurs non aguerris, loin vraiment du coaching, voient ces quatre caractéristiques chez Mourinho. Mourinho qui disait que mon rôle consiste à faire jouer mes joueurs pour le nom indiqué sur le devant du maillot et non pas celui mentionné sur le dos. Et quand on a parlé, j'ai récolté quelques interviews de ces ex-joueurs, entre autres celle de Xavi Hernandez, grand joueur de football, capitaine de Barcelone, champion du monde, champion d'Europe, bref. Il a dit à propos de Mourinho,
c'est une personne extraordinairement observative et très intelligente. Vous voyez, il est très observateur. Il était très proche des joueurs et très perfectionniste dans toutes les choses qu'il faisait ou qu'il préparait. Xavi Fernandez. Un autre joueur africain, Samuel Eto'o, a dit « Il a réussi à m'apprendre des choses que je pensais déjà connaître. Il sait comment aborder les problématiques individuelles et donner des conseils. Il est très exigeant, très dur. Il demande énormément, mais il sait aussi te donner le temps parce que tu as besoin de t'exprimer. » Et moi, je retiens cette phrase-là. Il sait comment aborder les problématiques individuelles. Et ça, c'est important. Donc, proche et en relation directe avec le joueur. Donc, Mourinho, c'est des grandes qualités de psychologue. Il est provocateur, il crée la polémique. Et tout ça, c'est pour ce qu'il cherche, c'est attirer l'attention sur lui. Et pourquoi il veut attirer l'attention sur lui? Ce n'est pas parce qu'il est égocentrique, forcément, nécessairement. C'est parce qu'il veut créer un mur entre le vestiaire et l'extérieur. Et surtout entre l'équipe et la presse. Et c'est très positif, notamment lorsque les choses ne vont pas très bien, les résultats ne sont pas très bien, et que l'équipe a besoin d'être protégée. Il attire l'attention sur lui pour que l'attention ne soit pas sur ses joueurs, spécialement par la presse et par le public. Et donc, il établit un cordon sanitaire pour préserver ses joueurs. Les joueurs se sont protégés, donc le respectent beaucoup plus et lui permettent par conséquent beaucoup plus. Intéressant. Je saute ça, je n'ai pas trop de temps. Maintenant, quelques idées pour connaître le code du vestiaire. Je vais finir avec ça. Que faire pour connaître et influencer positivement le code du vestiaire? La première des choses est de faire l'effort de s'y intéresser et de connaître vos joueurs. Les conseils, la présence d'esprit. Soyez sûr et gardez à l'esprit que le code du vestiaire, il est là. Que chaque petite habitude, que chaque petite attitude, que chaque petite réaction, elle fait partie de ce code. Et si vous voulez, vous devez intervenir, vous devez savoir comment intervenir et surtout savoir ce que vous êtes en train de faire et les conséquences que cela va avoir. Très important. L'observation. Observez vos joueurs. Il faut être un grand observateur. Et apprenez à les connaître pour les aider à rendre leur code du vestiaire proche de vos standards et de vos normes. Influencer progressivement dans le temps. Et là, Sun Tzu, qui dit que celui qui excelle à résoudre les difficultés, finalement, il les résout avant qu'elles ne surgissent. Sun Tzu du livre L'art de la guerre. Interaction. Interagissez avec vos joueurs. Ce sont des personnes qui accomplissent des tâches dans lesquelles leur état émotionnel influence énormément leur rendement à l'exécution. Donc, interagissez avec eux. Gérez leurs émotions. Les joueurs doivent être heureux, se sentir partie prenante et avoir un sentiment d'appartenance dans ce qu'ils font. Parce que finalement, le succès n'est pas la clé du bonheur. C'est le bonheur qui est la clé du succès. Et si les joueurs sont heureux et ils aiment ce qu'ils font, ils vont avoir du succès. Gardez ça en tête. Il faut que vos joueurs soient heureux. Restez naturel. Des fois, le fait d'exercer le rôle d'entraîneur et d'en faire trop, et de trop jouer dans votre rôle, va vous éloigner du groupe et vous empêchera de faire partie du vestiaire. Et vous voyez cette image formidable où coach Popovic, comment il est là, on dirait qu'il est assis dans un café en train de parler avec des amis, alors qu'il est avec ses joueurs en train de discuter. Négociation, bien sûr, il y aura beaucoup d'idées contradictoires, beaucoup de tensions dans une équipe. Et il faut que vous, en tant que leader, soyez en mesure de faire accepter à votre équipe les règles que vous souhaitez fixer, mais non pas par imposition, mais par conviction. Je reviens encore, on n'impose pas, on influence, on convainc. Tout est dans convaincre. Ce n'est pas un bras de fer quand on négocie, il faut convaincre. Et cette citation de Swope, je ne peux pas vous donner la formule du succès, mais je peux vous donner celle de l'échec. Essayez de plaire à tout le monde et la formule de l'échec. Et je finis en rendant un petit hommage à Jerry Sloan. Jerry Sloan qui est décédé il y a une semaine ou une dizaine de jours, un grand coach des Utah Jazz. Il a dit que le meilleur assistant était Karl Malone et John Stockton. Et il a utilisé ces joueurs-là pour mieux comprendre la vie interne d'un vestiaire. C'est ce qui l'a vraiment aidé à réussir.
C'est un petit hommage à Jerry Sloan. Conclusion. La meilleure façon d'intervenir dans les habitudes et les normes internes d'un coach de vestiaire est de faire ressentir à vos joueurs que vous-même, vous faites partie de ce vestiaire. Certains coachs américains, même en Europe, ils ont installé leur bureau au sein du vestiaire pour vraiment montrer qu'ils font partie du vestiaire et que finalement le vestiaire, c'est peut-être en quelque sorte eux. Votre mission est de diriger votre groupe de l'intérieur et non pas comme un élément extérieur qui impose des règles. Très, très important. Diriger de l'intérieur, ça facilite la modification des comportements toxiques qui font partie de ce code de vestiaire, etc. Concentrez tous vos efforts sur la connaissance de vos joueurs pour qu'ils se sentent soutenus et que votre présence soit celle d'un leader interne qui fait partie du vestiaire. Vous faites partie du vestiaire, vous dirigez de l'intérieur. Je finis par vous donner une recommandation de lecture parce que, en tant que coach de haut niveau, j'estime qu'il faut lire énormément, voir ce qui se fait ailleurs. Moi, il y a des livres, ces livres-là m'ont inspiré beaucoup en ce qui concerne le management et la gestion de l'équipe, etc. Premièrement, bien sûr, L'art de la guerre de Sun Tzu. Hein, ça, c'est un classique. Mais attention, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle de Sun Tzu à Steve Jobs, une histoire de la stratégie, qui est très très intéressant, que je vous recommande de lire. Et un manuel, un livre de Paulo Coelho, qui s'appelle Manuel du guerrier de la lumière. Ces livres-là m'ont beaucoup inspiré, m'ont beaucoup appris de choses qu'on peut facilement adapter au monde professionnel du sport. Et il y a une nouvelle discipline qui est apparue il y a quelques années, qui grandit, qui s'appelle le neuromanagement. Je vous invite un petit peu, si vous le souhaitez, si vous avez le temps, de vous approfondir sur ça, hein, cette nouvelle vision du leadership qui s'appelle le neuromanagement. Voilà, c'était quelques recommandations pour vous. Merci pour vos attentions et voilà, il est 30, j'ai fait 1 heure exactement. Je vais voir s'il y a quelques questions ici. Je ne sais pas si j'ai encore plus de temps. Je demande, Monsieur Diaby, est-ce que j'ai 5 minutes de plus ou vous avez quelque chose derrière, on doit arrêter? Non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez passer. Ok, c'est très gentil, merci. Ben voilà, j'essaie de lire les questions. Alors, Monsieur Drissel Alaoui qui dit, est-ce que vous ne croyez pas que chaque organisation doit avoir des valeurs, des croyances et une mission que tout chacun doit respecter pour éviter les conflits? Oui, bien sûr. L'équipe, et je vous encourage en tant que coach, d'avoir une sorte de règle, un code ou un règlement intérieur, ce qu'on appelle des règles de vie. Hein. Voilà, un règlement qui dit voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut faire, et voilà comment on va travailler ensemble. C'est important. Et ce règlement-là, bien sûr, il va puiser son fondement sur les valeurs de l'équipe, sur les croyances de l'équipe. Généralement, une équipe, elle a une histoire, donc il y a déjà des valeurs qui sont déjà là. Peut-être que vous, quand vous arrivez, vous allez essayer d'insister plus sur certaines valeurs que d'autres. Mais oui, effectivement, il faut qu'il y ait une sorte de règlement pour éviter tout conflit. Hein. Tout le monde, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a des normes et des règles qui sont là et qui sont là pour tout le monde. Il faut. Maintenant, la chose que j'aimerais vous recommander, vous conseiller, c'est que vous pouvez changer ce règlement. Il ne doit pas être fixe et rigide. Hein. Ce n'est pas le Coran, ce n'est pas la Bible. Ça peut être mélangé, ça peut être revu. Mais faites-le avec vos joueurs. Parce qu'un règlement où les joueurs n'ont pas participé, ils vont moins y adhérer. Faites participer vos joueurs dans ces règlements-là, dans l'établissement de ces normes-là, pour éviter les conflits dans le futur. Mais il faut que les joueurs aussi prennent partie dans l'établissement de ce règlement-là. Autre question. En protégeant les joueurs, Hassan Fouzouz, en protégeant les joueurs des médias, publics dirigeants, est-ce que cela aide à avoir un bon contrôle des vestiaires? En tout cas, ça y contribue. Ça y contribue parce que comme j'ai dit, et ça je donne l'exemple de Mourinho. Mourinho, des fois, vous savez, les joueurs sont très, très, très émotifs. Hein. Leurs réactions peuvent être
leur performance peut être très, très, très touchée par certaines déclarations de presse, du dirigeant, même du public. Ça va les affecter. Donc, si vous protégez les joueurs des médias, du public, un peu des dirigeants, ça ne peut être que positif pour le rendement des joueurs. C'est là où un petit peu où Mourinho est un exemple assez significatif. Voici, il y a quelques autres questions ici. Quel est le rôle des assistants dans la gestion des vestiaires? Peut-on, comme coach, déléguer la gestion des vestiaires à ses assistants et comment? Ça dépend un peu de vous et de votre approche. Moi, je pense que, personnellement, je vais bien sûr déléguer certaines tâches aux assistants, mais un cas aussi sensible et important comme la gestion du vestiaire, voyez-vous, on a parlé du pouvoir du vestiaire, on a parlé de cette corde-là qui fait que ça maintient le coach professionnel en vie ou pas. Moi, j'aime bien contrôler, moi personnellement, ce qui peut m'apporter des problèmes, voire même me faire finir ma trajectoire avec cette équipe-là. Je préfère, moi, contrôler ça. Comme ça, si je me trompe, ça ne serait que moi et pas à cause de mes assistants. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas donner certaines tâches aux assistants de le faire, mais je contrôle derrière et je suis derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La production de plusieurs, alors ça c'est Antuman, lit, la production de plusieurs leaders n'influe-t-il pas sur la gestion de l'équilibre du groupe? Votre question contient le mot le plus important, équilibre. Moi, je pense que les leaders, une des définitions que j'aime du leader, c'est celui qui rend meilleur l'autre. Alors, si les leaders sont des personnes qui rendent l'autre meilleur, imaginez, vous avez plusieurs leaders dans l'équipe et que tous contribuent ou essaient un peu de rendre leurs autres coéquipiers meilleurs. À ce moment-là, vous avez réussi une bonne partie de votre travail. Je pense que c'est comme ça qu'il faut penser. Quand j'ai dit tout à l'heure ça, c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Question. Salut coach, lors d'un conflit, est-ce que vous préférez éviter ou alors vous clasher? La gestion des conflits est tout un art, toute une autre conférence aussi. Non, il ne faut pas éviter le problème et le conflit, parce que si vous l'évitez, vous ne faites que retarder. Vous retardez l'échéance, parce que ce conflit existe, ce problème existe, il faut l'affronter le plus tôt possible pour essayer de crever l'abcès et de trouver la solution. Et encore une fois, l'idéal, c'est de savoir comment éviter, anticiper pour éviter que le conflit ou le problème se pose, mais une fois qu'il est là, il ne faut pas l'éviter, il faut l'affronter et le résoudre le plus rapidement possible, parce que ça ne peut être que devenir plus grave plus tard. Mounir Ben Slimane, que je salue, mon ami. La partie invisible de l'iceberg, et bien sûr. Gérer le vestiaire d'une équipe nationale sont plus compliqués que celui d'un club. Oui, absolument. Gérer le vestiaire de l'équipe nationale est plus compliqué dans le sens où nous n'avons pas ce critère qui est important, c'est le critère temps. On a dit que pour mettre en place certaines influencer le code du vestiaire qui existe, ça demande un peu de temps. Il faut influencer, il faut étudier, il faut observer, et on faut commencer à influencer et à convaincre. Et ça prend du temps. Et dans une équipe nationale, on n'a pas trop le temps. Ce n'est pas dans un club où on a le temps un petit peu de travailler, tout ça. Donc oui, c'est pour ça, ne serait-ce que pour cela, c'est un peu plus compliqué. Oui, effectivement. Il y a d'autres critères aussi, mais c'est une des choses. Alors, je prends encore une dernière question.
Bon, il faut que je la trouve d'abord. J'aime bien cette question de Mohamed Zahir qui dit pour garder le bon état d'esprit du vestiaire, faut-il interdire en tant que coach les relations personnelles avec les dirigeants? Faut-il interdire en tant que coach les relations perso avec les dirigeants? Est-ce que, je ne sais pas si vous parlez des relations du coach avec les dirigeants ou les relations des dirigeants avec les joueurs. Moi, je pense que ce qui critique, c'est la relation personnelle des dirigeants avec les joueurs. Ça, c'est très mauvais. Ça, c'est très, très mauvais. Là, ça fait partie aussi de cet aspect où l'entraîneur doit protéger un petit peu ses joueurs. Bien sûr, un dirigeant ou un président, il a le droit de discuter, de parler avec ses joueurs. C'est quand même lui leur employeur. Mais il faut qu'il y ait un contexte. Il faut qu'il y ait un contexte, il faut qu'il y ait des règles. Et ces règles-là, c'est vous qui devez convaincre, voire même obliger vos dirigeants à suivre ces règles-là. Ça doit être une condition sine qua non. Il est hors de question, moi j'ai vu que dans certaines équipes, surtout dans mon pays, où il y a des dirigeants qui invitent un joueur à dîner ou du jour dîner, ouais, parce que je veux être sympa. Non, c'est soit vous invitez tout le monde, soit vous invitez personne. C'est pas bon. Parce qu'après, ça commence à créer beaucoup de zizanie et beaucoup de non-dits au sein de l'équipe. Et ça ne fait que difficulter le travail du coach. Non, donc s'il faut faire référence à relation perso, joueur et dirigeant, il faut interdire ça, ou alors le permettre dans un cadre bien précis et bien encadré. Voilà. Coach Bilal Faïd, Bilal Salam, bonjour. Je pense que le niveau intellectuel est à prendre en considération. Oui, absolument. Le niveau intellectuel est forcément à prendre en considération. Tous les joueurs n'ont pas le même niveau intellectuel. J'irai même plus loin. J'étais en train de lire un article il n'y a pas longtemps de Pep Guardiola, vous savez, le fameux entraîneur de football, encore une fois, qui disait que tous les joueurs ne sont pas devenus joueurs de football pro ou de très bon niveau parce que ils ont commencé, disons, en train de taper la balle. Ils adorent taper la balle, jouer avec la balle, et passer la balle, etc. Et ils sont devenus très bons et ils sont devenus une star ou un très très bon joueur de football. Et à ces joueurs-là, ils ont rien à foutre de la tactique. Ils n'aiment pas la tactique. Alors vous en tant que coach, vous devez reconnaître ces joueurs-là. Ces joueurs-là qui n'aiment pas la tactique parce que leur niveau intellectuel peut-être n'est pas assez bon. Ou alors ça ne les intéresse pas parce qu'ils préfèrent juste jouer au basket, tout simplement. Donc ces joueurs-là, vous devez en prendre en considération cet aspect-là. Et au niveau de l'entraînement, savoir comment gérer ça, que leur demander, que leur exiger, que ne pas leur exiger. C'est encore une autre relation d'équilibre de gestion qu'il faut avoir au sein de son groupe. Mais effectivement, le niveau intellectuel du joueur est à prendre en considération, mon cher ami Bilal. Ok, il est quelle heure là? Oh, j'ai dépassé de 10 minutes. Oui. Alors, je vois une question. Bon, c'est bon, je pense que la plupart des questions ont été plus ou moins touchées. Il y en a qui se répètent, donc je n'ai pas pu. Je préférerais ne pas. Voilà, ok. Je pense que c'est bon. On va s'arrêter là pour ne pas trop tarder. Bon, moi, c'est un thème qui est vaste. Hein, et encore une fois, ce que j'ai participé avec vous, c'est beaucoup plus des pistes de réflexion que des solutions toutes faites parce qu'elles n'existent pas. C'est à vous, en tant qu'entraîneur, en tant que coach, de voir ce qui se fait, ce qui existe, d'apprendre beaucoup des autres et essayer de voir ce qui va marcher pour vous au sein de votre équipe. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre participation, merci au staff technique derrière vos écrans, là, ils sont cachés à FIBA Afrique là-bas, pour rendre tout ça possible. Merci à tout le monde et j'espère vous revoir bientôt dans une autre visioconférence, ou bien encore mieux, j'espère vous revoir bientôt dans un clinique sur le terrain. Merci et à très bientôt.